a été révisée, elle a été créée en 2005, elle a été révisée en 2018. C'est une norme d'application volontaire qui s'applique à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et d'ailleurs, c'est la seule norme internationale traitant de la sécurité des denrées alimentaires. Tout d'abord, si je dis sécurité des denrées alimentaires, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire sécurité sanitaire des aliments aussi. Ça veut dire que l'aliment, lorsqu'il est préparé ou bien lorsqu'il est consommé, ne cause pas de dommages pour le consommateur. Ça veut dire qu'on va donner une assurance que l'aliment, il est sain. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre avec la sécurité alimentaire qui signifie la sécurité des approvisionnements alimentaires en quantité et en qualité, c'est-à-dire la disponibilité des aliments. Et au niveau du ISO 22000, on va parler de la sécurité des denrées alimentaires. Là maintenant, si je vais mettre en place la norme ISO 22000 dans mon organisation, qu'est-ce que je vais gagner? Tout d'abord, on a une image de l'organisation qui est améliorée, un pas devant la concurrence. On va être plus compétitif, aujourd'hui certifié ISO 22000. On va identifier, on va évaluer et on va mettre en place des dispositions de maîtrise pour assurer la sécurité de l'aliment. Ça veut dire, si on est certifié ISO 22000, on va s'assurer qu'on est conforme par rapport à la réglementation. Et surtout maintenant, la réglementation en matière de la sécurité des aliments devient de plus en plus exigeante. Là, on a dans des pays, on a l'apparition de la loi alimentaire. En fait, c'est une traduction des exigences de cette norme ISO 22000. Les bonnes pratiques sont valorisées et certainement, on a une diminution des coûts à travers la maîtrise de la qualité sanitaire de nos produits. Maintenant, on va voir quels sont les principes qui régissent cette norme ISO 22000. Donc, la norme ISO 22000 aborde des principes reconnus comme étant essentiels pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. Et parmi ces principes, on peut citer évidemment les bonnes pratiques. Vous voyez, le premier principe sont les bonnes pratiques qui s'appellent les PRP. Ça veut dire les programmes prérequis. Le deuxième principe, comme vous le voyez, le deuxième principe, c'est le HACCP. Et le HACCP pour dire Hazard Analysis Critical Control Point en anglais. En français, ça veut dire l'analyse des dangers, maîtrise des points critiques, avec ces 12 points que je vais détailler par la suite et les 7 principes qui permettent enfin la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires à travers la maîtrise des dangers, à travers les fameux CCP et PRPO qu'on va les voir en détail au cours de la formation Lead Implémentaire. Le troisième principe maintenant de la norme ISO 22000, c'est la communication interactive. Une communication interne, ça veut dire à l'intérieur de l'organisation pour communiquer sur les aspects importants et profiter en fait de sensibiliser l'ensemble du personnel effectuant un travail sous la responsabilité de l'organisation, mais également aussi la communication externe avec les parties intéressées, que ce soit les prestataires externes, que ce soit les clients, que ce soit les consommateurs, et en cas de crise avec les médias. Et le quatrième et le dernier principe qui régit cette norme, c'est le principe de système, de management du système. Management du système, qu'est-ce que ça veut dire si on dit
le management du système. Ça veut dire on va développer une politique SMSDA, on va développer des objectifs, on va définir les ressources, les processus nécessaires et leur interaction pour atteindre ces objectifs. Et essentiellement, pour que ce plan de maîtrise de danger puisse être pérenne dans le temps. Et là, c'est l'objectif de ce système de management. L'essentiel, il faut garder la pérennité de la maîtrise de ce danger. Maintenant, cette norme ISO 22000, à qui s'adresse cette norme? Où on peut mettre en place cette norme ISO 22000? ISO 22000 s'adresse à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et c'est une norme qui s'appelle la norme de la fourche à la fourchette. Cette norme est conçue pour s'appliquer à tous les organismes de la chaîne alimentaire, indépendamment de leur taille, indépendamment de leur complexité, les organismes directement ou indirectement impliqués dans la chaîne alimentaire, incluant entre autres les producteurs d'aliments pour animaux, les producteurs des denrées alimentaires, les transformateurs, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Un agriculteur peut mettre en place ISO 22000, les producteurs d'ingrédients, les détaillants, les organismes, par exemple, fournissant le service de restauration, par exemple les catering, les services de nettoyage, désinfection, les services de transport, d'entreposage, de distribution, des entreprises qui font des matériaux de conditionnement ou d'autres matériaux qui entrent en contact avec les denrées alimentaires. Donc, tous ces types d'entreprises peuvent mettre en place ISO 22000. Donc, c'est ISO 22000, on a dit qu'elle s'applique sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et si on dit chaîne alimentaire, en fait, c'est la séquence des étapes dans la production, la transformation, la distribution, l'entreposage et la manutention d'une denrée alimentaire. Soit de denrées alimentaires, soit de ces ingrédients de la production primaire jusqu'à la consommation. Maintenant, on va commencer rapidement, principe par principe, et on va commencer par les programmes prérequis. Tout d'abord, c'est quoi un programme prérequis? La norme ISO 22000 a défini les programmes prérequis comme étant les conditions et les activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la mise à disposition des produits finis sûrs et de denrées alimentaires sûres pour la consommation humaine. Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va mettre ces programmes prérequis afin d'aider à maîtriser les dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires. Et parmi ces programmes que la norme ISO 22000 exige de développer, on va trouver la construction et les dispositions des bâtiments et les installations. Ça veut dire qu'il faut identifier et prendre en compte des sources potentielles de contamination par l'environnement local. Le site, il doit être délimité par une clôture étanche. L'accès au site doit être contrôlé. Le site doit être bien entretenu, en bon état. La végétation entretenue. Les routes, les cours et les zones de stationnement doivent être entretenues et drainées afin d'éviter la stagnation d'eau. Parmi ces programmes prérequis, on va trouver le programme hygiène des personnels. Ça veut dire qu'on doit assurer qu'on n'aura pas de dangers qui peuvent nous survenir de l'hygiène des personnels. Si on dit hygiène des personnels, on dit l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène comportementale. On doit aussi développer un programme qui porte sur le nettoyage et la désinfection. On doit développer des programmes qui portent sur la maîtrise des nuisibles, l'élimination des déchets, les mesures de prévention contre la contamination croisée. Donc, en résumé, ce sont toutes les dispositions
qui doivent être mises en œuvre afin d'empêcher que les éléments constituant l'environnement dans lequel se déroulent les activités de production, les activités de transformation des denrées alimentaires, soient la source d'introduction de contaminants dans ces denrées. Donc, pour chacune de ces éléments, chacun de ces programmes cités, on va développer des dispositions de maîtrise. Ces dispositions doivent être planifiées, ces dispositions doivent être mises en œuvre, vérifiées, afin de prévenir l'introduction de contaminants dans l'aliment. Ces mesures, par exemple, peuvent comprendre les moyens matériels, les procédures, les instructions, les programmes de vérification et des inspections. Donc, en fait, ce sont les b.a.-ba avant de commencer l'identification et évaluation des dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires. Il faut développer ces programmes prérequis. Maintenant, en mettant en place ces programmes prérequis, on peut faire appel à des normes ISO-TS, ISO-TS 22002. Ce sont les spécifications techniques. Dans l'ensemble, on a 6 ISO-TS. Si on est dans la fabrication des denrées alimentaires, on peut se référer à ISO-TS 22002-1. Là, on va trouver le comment on peut développer les programmes prérequis pour les bonnes pratiques d'hygiène dans ce cas, les exigences de chaque programme. Donc, on peut s'inspirer de cette ISO-TS pour développer nos programmes prérequis dans le cadre de la mise en place de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et là, dans notre formation, on va développer ensemble quelques programmes prérequis, on va les développer ensemble. Par exemple, pour le domaine de la restauration, on peut faire appel à l'ISO-TS 22002-2. Si on est dans le domaine de l'agriculture, on peut utiliser l'ISO-TS 22002-3. Si on est dans le domaine de fabrication des emballages destinés aux denrées alimentaires, on va faire appel à l'ISO-TS 22002-4. Pour le domaine du transport et stockage, on va utiliser le 22002-5 qui est utilisé. Finalement, pour le domaine de la production des aliments pour animaux, on peut faire appel à l'ISO-TS 22002-6 pour, encore une fois, pour pouvoir développer ces programmes prérequis qui sont exigés par la norme ISO 22000. Le deuxième principe, on a dit maintenant, c'est la méthode HACCP. L'objectif, en fait, de cette méthode HACCP, on a dit le HACCP, c'est l'analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Donc, l'objectif de cette méthode HACCP, c'est d'assurer la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires. Comme nous avons dit précédemment, le HACCP, en fait, c'est l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Donc, la base de la norme de la HACCP, on va le voir en détail au niveau du chapitre 8 de la norme ISO 22000. On va le voir d'une façon détaillée. Comment mettre en place cette démarche. Donc, c'est un outil qui permet d'évaluer les dangers et de mettre en place des systèmes de maîtrise axés davantage sur la prévention que sur l'analyse des produits. Donc, c'est une méthode préventive. Il ne faut pas aller vers l'analyse des produits, mais c'est une démarche préventive. Donc, dans le HACCP, on a une obligation de résultat. Et c'est quoi le résultat? C'est un produit sain. Si on veut très rapidement faire un peu d'historique pour cette méthode HACCP, je vais dire que tout a commencé dans les années 60 aux États-Unis, lorsque le NASA et l'armée envisagent d'envoyer des hommes dans l'espace. Il fallait alors pouvoir garantir la sécurité des aliments des astronautes sans avoir pour autant à détruire les produits pour les analyser.
Donc là, les autorités demandent alors à une entreprise de développer un outil permettant d'assurer des produits sûrs. Donc cet outil donc, a été la première ébauche de la méthode HACCP. Et en 1993, donc on a une harmonisation internationale de cette méthode HACCP par le Codex Alimentarius. Et si je dis Codex Alimentarius pour ceux qui ne savent pas le Codex, en fait, c'est une commission mixte entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le FAO, qui a été créé en 1963. Le Codex, elle émet des normes alimentaires, elle émet des codes d'usage visant à protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce des aliments. Maintenant, on va commencer à voir quelles sont les étapes de cette méthode HACCP. On a dit que la méthode HACCP, on a 12 étapes et 7 principes. On va passer très rapidement les 12 étapes de cette démarche. La première étape va être, lorsqu'on va mettre en place ISO 22000, c'est constituer l'équipe HACCP. On peut l'appeler l'équipe SMSDA. Cette équipe, tout d'abord, doit être pluridisciplinaire en matière de connaissance des procédés, connaissance des matières premières, connaissance des équipements, connaissance des dangers liés à la SDA. Dans cette équipe, par exemple, on va trouver le responsable contrôle qualité, le responsable production, le responsable achat, le responsable GRH. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va travailler à la mise en place de cette méthode HACCP. Par la suite, une fois cette équipe est constituée, on va passer à l'étape 2 et on va passer à la description des produits. Donc là, il est nécessaire à procéder à une description complète des matières premières, des ingrédients, des matériaux qui entrent en contact avec l'aliment, une description du produit fini dans la mesure du besoin. Donc, cette description doit contenir, qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette description? En fait, on doit contenir les caractéristiques biologiques, chimiques, physiques des produits, la source, les méthodes de conditionnement, les conditions de stockage, la durée de vie et surtout les critères d'acceptation liés à la sécurité des denrées alimentaires. Et là, où on va utiliser ces données? On va utiliser ces données que nous avons définies au niveau de cette étape lors de l'identification des dangers. Parce que, vous voyez, si le danger peut survenir de la matière première, donc comment je peux savoir les dangers qui peuvent être raisonnablement prévisibles dans mon produit fini si je ne connais pas les dangers existants dans la matière première? C'est pour cette raison qu'on doit décrire au début les matières premières et les produits en contact avec notre aliment. La troisième étape de cette démarche va consister à déterminer l'utilisation prévue. Donc là, on va définir quelles sont les conditions de manipulation, quelles sont les utilisations erronées ou fautives, raisonnablement prévisibles. Là, il est particulièrement important de définir le produit. Il est destiné à quelle catégorie de consommateurs? Est-ce qu'il est destiné pour les enfants? Est-ce qu'il est destiné pour les personnes âgées? Et en fonction de l'utilisation prévue, les conditions de maîtrise seront plus sévères. Donc, on peut identifier, par exemple, le type de client. Est-ce que le produit il est destiné aux hôpitaux, par exemple? Est-ce que je vais faire le stockage des produits périssables? Et là, on a une étape ultérieure qui est l'étape cuisson. L'étape 4 de la démarche consiste à établir les diagrammes des opérations, les diagrammes du flux. Et si on dit les diagrammes, ça veut dire les flowcharts, décrivant la séquence des étapes opérationnelles. Pour savoir pourquoi? Pour savoir d'où le danger peut être introduit. Donc, ces diagrammes, en fait, doivent être suffisamment détaillés. Et la dernière étape, dans le cadre de la préparation, c'est confirmer sur place les diagrammes de flux. Ça veut dire que l'équipe que nous avons constituée au niveau de la première étape
qui est chargé de la SDA, doit vérifier l'exactitude de ces diagrammes sur le terrain par un contrôle sur le site. Par exemple, l'équipe va prendre les diagrammes qui ont été développés, ils vont aller sur le terrain et vérifier l'exactitude de ces diagrammes par rapport à la réalité. Et là, ce sont les 5 étapes préliminaires avant de commencer l'analyse des dangers. Maintenant, au niveau de l'étape 6, on va commencer l'analyse des dangers. Et là, le travail va commencer. On va commencer l'analyse des dangers. Et c'est l'étape numéro 6. Et le principe numéro 1, c'est l'identification et l'analyse des dangers, identification des mesures de maîtrise de ces dangers. Tout d'abord, il faut commencer par énumérer tous les dangers potentiels qui peuvent survenir. Donc, l'équipe HACCP que nous avons constituée devait énumérer tous les dangers raisonnablement prévisibles. Ça veut dire tous les dangers auxquels on peut s'attendre à chacune des étapes que nous avons identifiées dans le diagramme de flux. Et si on veut classer maintenant les dangers sont classés en dangers biologiques, les dangers chimiques, les dangers physiques et les allergènes. Donc, on peut trouver des dangers biologiques des micro-organismes, des dangers chimiques, par exemple, des traces de produits chimiques, des pesticides, des dangers physiques, par exemple, des corps étrangers. Aussi, le niveau, on doit définir le niveau acceptable de chaque danger. Par la suite, une fois on a identifié les dangers, ça veut dire les dangers auxquels on peut être exposé, il faut par la suite évaluer ces dangers. Là, on ne va pas prendre tous les dangers de la même priorité. Donc là, on va passer à l'évaluation. Selon la probabilité d'apparition de ce danger et la gravité en termes d'effets néfastes sur la santé du consommateur, avant l'application de la mesure de maîtrise. Donc, l'évaluation dit va porter 1 sur la probabilité d'occurrence et 2 sur la gravité. Et sur la base de cette évaluation de ces dangers, l'organisme va sélectionner des mesures de maîtrise permettant soit de prévenir le danger ou de le ramener à un niveau acceptable. Donc, lors de cette évaluation, on va déterminer parmi ces dangers que nous avons cités, lesquels de ces dangers sont significatifs. Par la suite, au niveau de l'étape 7 de la démarche, on va déterminer les points critiques pour la maîtrise. Là, on va passer au classement des mesures de maîtrise. Et ce classement de mesures de maîtrise se fait en fait en fonction qu'elle doit être gérée en tant que CCP ou un PRPO. Si on dit CCP, c'est Critical Control Point, ça veut dire point critique pour le contrôle, ou un PRPO, ça veut dire programme prérequis opérationnel. Et dans la forme et dans notre formation lead implémentaire, on va détailler quelle est la différence entre ces deux terminologies, comment on peut utiliser l'arbre de décision pour classer ces mesures de maîtrise. Et là, je vais vous communiquer un exemple d'arbre de décision et on va travailler des exercices pratiques pour comprendre comment différencier entre un CCP et un PRPO, comment classer les mesures de maîtrise en CCP et en PRPO. Donc, avec des exercices pratiques, on va comprendre quelle est la différence entre ces deux terminologies. Au niveau de l'étape 8, on va fixer les seuils pour chaque CCP, donc les limites critiques au niveau des points critiques pour le contrôle et les critères d'action pour le cas, si on a un cas de PRPO, qui peuvent être déterminés. Ces limites critiques peuvent être déterminées, en fait, soit à partir de la réglementation, soit à partir des exigences des parties intéressées, soit ce sont des exigences internes, mais qui doivent être certainement supportées par une validation. Au niveau de l'étape 9, on va mettre en place un système de surveillance de chaque CCP ou bien de chaque PRPO. Au niveau de l'étape 10, on va prendre des mesures correctives. Là, l'organisme doit spécifier les corrections et les actions correctives.
Et là, il faut faire la différence entre la correction, en fait, c'est une action pour entreprise pour éliminer une non-conformité ou un défaut, alors que l'action corrective, c'est une action entreprise pour éliminer les causes de cette non-conformité afin d'empêcher la réapparition. Au niveau de l'étape 11, l'organisme doit instaurer des processus de vérification pour confirmer par des preuves tangibles que les mesures de maîtrise ont été efficaces. Et enfin, le dernier principe de l'HACCP et la dernière étape, c'est l'étape numéro 12, c'est la tenue de la documentation pour assurer la traçabilité. Donc, en fait, toutes ces étapes, on va les voir en détail au niveau du chapitre opérationnel de la norme ISO 22000 et on va appliquer cette démarche sur un exemple d'entreprise dans le cadre de la mise en place d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Maintenant, le dernier principe, c'est le management du système. C'est un peu l'ISO 9001 pour les gens qui connaissent l'ISO 9001. Ça, on va établir, à ce moment-là, on va établir des objectifs, on va identifier les processus, on va fournir les ressources et le fameux cycle, le PDCA, Plan, Do, Check, Act, la roue, Epidémie. Et par la suite, on va mettre en place des dispositions planifiées, on va surveiller, on va mesurer et on va prendre des actions pour améliorer en continu la performance de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et là, encore une fois, pour assurer que notre système puisse être pérenne dans le temps. Et là, c'est très important, la pérennité dans le temps de ce système-là. Maintenant, on va voir les nouveaux concepts et l'approche HLS. Donc, le gros changement de cette norme entre les deux versions, la version 2005 et la version 2018. Donc, on va porter sur l'introduction de nouveaux concepts et sur l'architecture. Aujourd'hui, ISO 22000 a évolué dans sa structuration et aujourd'hui, on parle de structure HLS pour dire High Level Structure ou la structure de haut niveau. En fait, c'est une structure commune pour toutes les normes qui ont été apparues après l'année 2013. On va trouver les 10 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont des chapitres introductifs et les chapitres d'exigence commencent à partir du chapitre 4. Et donc là, au niveau du chapitre 4, on va voir le contexte, comment identifier les enjeux internes et externes qui influent sur la capacité de l'organisme à atteindre les résultats attendus de son système de management de la sécurité des denrées alimentaires, qui est en fait, je rappelle, qui est la fourniture d'un produit sûr et un service sûr, conformément à l'utilisation prévue. On va voir comment identifier les parties intéressées, comment identifier leurs besoins et attentes. On va voir comment définir le domaine d'application de notre système de management de sécurité des denrées alimentaires et comment développer les processus, comment établir et déterminer l'interaction entre ces processus ainsi que la documentation exigée par cette norme. Au niveau du chapitre 5, on va voir ensemble comment développer une politique SMSDA. Et cette politique doit être cohérente avec le contexte de l'organisme. Comment attribuer le rôle et les responsabilités pour s'assurer que notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires doit être conforme aux exigences de cette norme. Et à ce niveau-là, on va constituer l'équipe SMSDA. Au niveau du chapitre 6, on va identifier les risques et on va mettre en place des actions pour faire face à ces risques. On va voir comment traduire les axes stratégiques de la politique SMSDA en objectifs SMART. Au niveau du chapitre 7, on va voir ensemble comment maîtriser un processus externalisé, comment déterminer les compétences nécessaires des personnes effectuant un travail qui a une incidence sur la performance en matière de système de management de sécurité des denrées alimentaires. On va voir aussi la communication interne et externe et comment maîtriser les informations documentées. Au niveau du chapitre 8, on va voir en détail la démarche HACCP que je viens de présenter les 12 étapes.
En termes de vérification, il y a tout ensemble d'éléments à vérifier. On va voir comment décrire tout d'abord ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer, qui doit le faire, à quelle fréquence il doit le faire, quels sont les critères d'acceptation ou de rejet des opérations de vérification et de mesurage. L'évaluation de la performance de notre système adresse aussi l'évaluation de la conformité par rapport aux exigences légales et réglementaires et aux autres exigences applicables. Et là, on va voir la notion de la veille réglementaire et comment assurer une veille réglementaire au sein de l'entreprise. Un troisième élément de vérification de la performance de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires sont les audits internes. C'est en fait une évaluation de l'état de conformité, de mise en œuvre et d'efficacité de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et la dernière évaluation, c'est la réunion de revue de direction. Donc là, on va voir comment élaborer, comment préparer une réunion de revue de direction. On va faire des scénarios d'audit pour évaluer notre compréhension de cette norme à chaque fois qu'on avance dans les chapitres de la norme. En fait, le dernier chapitre, on va voir les actions correctives, on va voir comment actualiser notre système de management de sécurité dans les alimentaires. Et là, on va voir des exemples, comment on peut convertir ces exigences en dispositions formalisées avec des exercices et des exemples pratiques de documents qu'on va développer. Dans la nouvelle norme ISO 20000, et comme le montre le slide qui est présenté, l'approche processus utilise le concept du cycle PDCA à deux niveaux. Le premier niveau, il couvre le cadre global du SMSDA. Donc, comme toutes les normes, on va trouver le chapitre 4, 5, 6 sont les chapitres de planification. Le chapitre 7, 8, c'est les chapitres de mise en œuvre. Le chapitre 9, c'est le chapitre de vérification. Et le chapitre 10, c'est l'acte, c'est agir. L'autre niveau, donc organisation et maîtrise opérationnelle, couvre les processus opérationnels au sein du SMSDA tel que décrit le chapitre 8. Donc, la communication entre ces deux niveaux, il est donc essentiel. Donc, dans la norme ISO 22000, on a deux PDCA. On a le premier PDCA, c'est l'organisationnel, et le deuxième PDCA au niveau du chapitre opérationnel. Et le dernier changement entre la version 2005 et la version 2018, on a une réflexion fondée sur les risques. Et une réflexion fondée sur les risques est essentielle pour obtenir un système de management de sécurité des denrées alimentaires efficace. Et donc, dans cette norme ISO 22000 version 2018, la réflexion fondée sur les risques est abordée en fait à deux niveaux aussi, organisationnel et opérationnel, ce qui est cohérent avec l'approche processus. Donc, pour les risques organisationnels, et là, si je dis risque, en fait, c'est l'effet de l'incertitude, c'est l'atteinte des objectifs comme elle a été définie au niveau de la norme. Pour se conformer à cette norme, il faut tout d'abord déterminer les risques et par la suite, il faut planifier et mettre en œuvre des actions face à ces risques organisationnels que nous avons identifiés. Et cela, on va le discuter au niveau du chapitre 6 de la norme ISO 22000. La prise en compte des risques constitue en fait un support pour améliorer l'efficacité de notre système, pour obtenir de meilleurs résultats et pour prévenir les effets négatifs. Et pour le deuxième cas, pour les risques opérationnels, le concept de la réflexion fondée sur les risques est basé sur les principes HACCP au niveau opérationnel et les étapes et la démarche HACCP peuvent ainsi être considérées en fait comme les mesures nécessaires pour prévenir le danger ou le réduire à un niveau acceptable afin en fait de garantir que notre denrée alimentaire il est sûr au moment de sa consommation. Et ça, c'est l'objectif primordial de cette norme ISO 22000. Donc voilà, j'ai presque fini ma présentation de cette formation. Merci, mes chers amis, mes chers collègues, pour votre attention.
et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, M. Faisal. Donc, pour la qualité d'animation de la première partie du cours ISO 22000, donc on va passer à la deuxième partie, donc consacrée pour les questions-réponses des